Salut, bienvenue dans cette deuxième partie de cours sur l'eau dans la nature. Donc, la dernière fois, nous avions parlé de l'eau, à quoi ça sert, et nous avions vu que c'était indispensable pour les êtres vivants. Et puis, on a vu aussi les usages domestiques de l'eau, ainsi que les usages industriels et agricoles. Et aujourd'hui, nous allons parler des endroits où nous rencontrons l'eau dans l'univers, au sens le plus large du terme. Donc, on verra l'eau, dans l'univers sauf sur la planète Terre, et puis ensuite on parlera de l'eau sur la Terre. Mais avant de savoir où est-ce qu'on trouve de l'eau, il faut d'abord savoir sous quelle forme. C'est pour ça que le premier point que nous allons étudier, c'est les différents états physiques de l'eau. C'est parti! Bien, la première chose concernant l'eau, c'est que comme c'est une substance de tous les jours, nous avons du mal à réaliser que c'est surtout un composé chimique particulièrement important, puisqu'il est à la fois très stable et en même temps il participe à énormément de transformations chimiques. Donc, il faut distinguer la substance chimique et son état physique. C'est-à-dire que les substances chimiques en général peuvent exister sous différents états. En l'occurrence, l'état solide. Donc pour l'eau, l'état solide, on appelle ça la glace dans la vie de tous les jours. L'état liquide, où on donne pas de nom particulier, on dit l'eau. Donc, ben, quand tu es à table et puis que tu demandes la cruche à quelqu'un, tu lui demandes, «Passe-moi l'eau» et tu lui dis pas, «Passe-moi l'eau liquide». Mais en fait, en chimie, quand on parle de l'eau, tant qu'on n'a pas précisé l'état physique sous lequel on se trouve, on peut être sous l'état solide, glace, liquide, «l'eau» entre guillemets, et puis enfin le troisième état qu'on appelle, l'état de gaz et que pour l'eau on appelle la vapeur. Alors 2 remarques, la première sur le mot gaz. C'est un mot qui est invariable, ça veut dire que même si tu dis des gaz, il n'y a pas de S. C'est ce que j'ai indiqué en vert. Ça, c'est un détail orthographique. La deuxième chose qui est plus importante, c'est que la vapeur, n'est pas visible. Donc, je reviendrai dessus, un tout petit peu plus tard. Ce que tu appelles vapeur, dans certaines situations tu la vois, ce n'est pas de la vapeur. On a vu ça en sixième, on va le rappeler tout à l'heure. Alors une question générale qui se pose est de savoir, quand on a un composé chimique ou une substance chimique, sous quel état physique il se présente. Eh bien, en fait, on montre que ça dépend essentiellement de 2 paramètres physiques qu'on appelle la température et la pression. Alors quand on parle de la pression, c'est la pression qui règne autour de la substance qui nous intéresse. Donc, si tu as de l'eau qui est présente dans un récipient, est-ce que cette eau est sous forme solide, liquide ou gaz? Eh bien, ça dépend essentiellement de la température. Donc si la température est basse, en l'occurrence en dessous de 0 °C, généralement on a un solide. Si la température est très élevée, par exemple au-dessus de 100 °C, eh bien on a un gaz, et si la température est moyenne, donc à mi-chemin entre les 2, par exemple la température ambiante, disons 20 °C ou 30 °C, eh bien on a un liquide. Mais en fait ce paramètre ne suffit pas. Il y a un deuxième paramètre qui intervient qui s'appelle la pression. Je te donne un exemple, si tu prends une cocotte minute, eh bien dans une cocotte minute, tu as, de l'eau qui peut être à 110 ou 115 °C, et pourtant au lieu d'être sous forme de vapeur, elle est encore sous forme liquide. Eh bien la raison, c'est parce que la pression qui règne à l'intérieur des cocottes minutes est très importante, et du coup, malgré la température élevée, eh bien les conditions ne sont pas réunies pour former le gaz. Donc il faut tenir compte de ce deuxième paramètre. C'est donc une combinaison de la température et de la pression qui permettent de savoir quel est l'état physique de l'eau à l'arrivée. Donc si la température est basse et en même temps la pression est suffisamment forte, nous avons de la glace. Si la température est élevée et que nous avons simultanément une pression suffisamment faible, nous avons de la vapeur. Et enfin, si les deux ont une valeur intermédiaire, on a l'état liquide. Alors, ceci est vrai pour tous les composés chimiques, mais les températures changent suivant la nature du composé chimique. Maintenant que nous savons que l'eau peut se trouver sous 3 états physiques différents, nous allons pouvoir discuter de sa présence dans l'univers. Eh bien, il faut savoir que l'eau n'est pas du tout un composé chimique qui est rare, il fait plutôt partie des composés chimiques les plus fréquents. Mais il se trouve que l'essentiel de l'univers, de la matière de l'univers, c'est les étoiles, et les étoiles, c'est surtout, du dihydrogène et puis de l'hélium. Donc ça veut dire que même si l'eau fait partie des composés chimiques les plus courants, les plus fréquents, elle est présente néanmoins en très petite quantité, parce que les 2 composants majoritaires de l'univers constituent, pratiquement tout l'univers. Donc cette eau est à beaucoup d'endroits différents, et pour l'heure, il n'est pas facile pour nous, humains sur la planète Terre, de savoir ce qui se passe très, très loin.
Donc on est obligé de faire des observations, directes ou indirectes, qui sont, délicates. Et ce qu'on peut dire actuellement, c'est que de manière certaine, on a découvert de la vapeur et de la glace à beaucoup d'endroits. Par contre, en ce qui concerne l'eau liquide, eh bien, on est quasiment sûr maintenant qu'elle existe à quelques endroits, mais on n'en a pas encore la certitude absolue. Et donc pour l'heure, en 2021, on peut dire que, la Terre est le seul endroit actuellement connu pour nous dans l'univers où l'eau existe sous ces 3 états physiques simultanément. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas ailleurs, ça veut juste dire que nous ne connaissons pas grand-chose de l'univers. On est capable d'observer les objets relativement proches, à l'échelle astronomique, donc le système solaire. Par contre, dès que c'est plus éloigné, c'est compliqué. Alors commençons par la vapeur d'eau. Eh bien la vapeur d'eau, le problème c'est que dans l'univers, c'est ce qui est marqué en vert, dès qu'on s'éloigne des objets, comme les étoiles, eh bien il fait extrêmement froid, il fait -270 degrés dans l'espace. Sachant que la température la plus basse qu'on puisse atteindre, c'est très précisément -273,15 °C, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Donc on voit que quand on est dans le vide de l'espace, on est 3 degrés au-dessus du zéro absolu, à une température extrêmement froide. Et donc dans ces conditions, eh bien, il est difficile d'avoir autre chose que de la glace. Pourtant, eh bien, on obtient quand même, de la vapeur. Alors dans ce qu'on appelle, certains nuages, interstellaires, alors attention, le mot nuage ici n'a rien à voir avec les nuages qu'il y a dans l'atmosphère terrestre. On les a appelés comme ça simplement parce qu'au niveau de l'aspect, quand on les voit, avec un télescope, eh bien ça ressemble, un peu aux nuages qu'il y a dans le ciel, mais c'est le seul point commun, hein, que le nom a été donné parce que c'est ressemblant, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc il existe dans des régions très, très lointaines, à des milliards et des milliards de kilomètres, donc on n'utilise pas le kilomètre parce que c'est beaucoup trop petit en astronomie, hein, on utilise ce qu'on appelle les années-lumière. Eh bien, à des distances qui sont incroyables, il y a des nuages de gaz et parfois ils sont chauds, parfois ils sont froids. Eh bien, dans ceux qui sont chauds, on a pu montrer la présence, de vapeur d'eau. Ah, pour cela, on utilise des techniques qu'on appelle la spectroscopie, mais que je ne vais pas expliquer ici. Mais ça fonctionne très bien et on est capable de déterminer la nature des composants chimiques qu'il y a à l'intérieur de ces objets extrêmement éloignés. Dans l'atmosphère de certaines étoiles, il existe aussi de la vapeur d'eau. Alors ça peut paraître surprenant, parce que beaucoup de gens imaginent des étoiles comme des objets comme du feu, hein. Alors en fait, c'est pas du tout du feu, c'est juste de la matière qui a une température extraordinairement élevée et qui envoie de la lumière. Et dans les couches périphériques, il peut y avoir plein de substances chimiques différentes, et on a trouvé, la trace de vapeur d'eau. Et puis, depuis 1995, on a découvert des planètes à l'extérieur du système solaire. Donc c'est une immense découverte. Alors on pouvait se douter depuis très longtemps que ces planètes existaient, mais ça fait que, 25 ans qu'on est capable de les observer. Et bien maintenant on va plus loin, on est capable de commencer à comprendre et à observer ce qu'il y a, dans certaines planètes, à la surface de certaines planètes. Donc déjà on a pu montrer l'existence d'atmosphères sur certaines planètes, et parfois même de vapeur d'eau à l'intérieur de cette atmosphère. Donc ça, c'est des découvertes extrêmement récentes qui datent des 2 ou 3 dernières années. Enfin, ces dernières années, nous avons envoyé des sondes, qui sont passées près de Jupiter et de Saturne, donc ça fait déjà quelques années, mais certaines données, qui ont été renvoyées par les sondes étaient en quantité tellement importante qu'il a fallu des années et des années pour, décrypter toutes les informations. Et nous savons maintenant, et nous avons même des photos, qui montrent que sur Europe, qui est, une lune de Jupiter, et sur Encelade, qui est une lune de Saturne, donc qu'on appelle des satellites, eh bien, on a observé des geysers, c'est-à-dire, des expulsions, de gaz, à la surface, de ces satellites. Alors ça se présente sous la forme de petites plumes, et c'est pour ça qu'on parle parfois de plumes. Enfin, sur la planète Vénus, nous savons que dans l'atmosphère de Vénus, il y a, quelques traces, de vapeur d'eau, mais il y en a très peu. Alors il faut savoir que sur Vénus, il fait une température incroyable, hein, autour de entre 445 et 490 °C, en moyenne 460 °C. Donc c'est une fournaise, épouvantable avec, des gaz très toxiques, et très corrosifs, donc qui font des trous, hein, dans la peau, par exemple, enfin dans la peau, personne n'est allé là-bas évidemment, mais disons même, sur les sondes qu'on a envoyées, les métaux sont attaqués par l'acide sulfurique en particulier qu'il y a dans l'atmosphère de Vénus. Donc, le résultat de ça, c'est que Vénus n'est pas du tout une planète accueillante sur laquelle on peut espérer, atterrir un jour.
Passons maintenant à la glace. Alors comme je l'ai dit, dans l'espace, très loin, eh bien, on peut aussi trouver, de la glace dans certains nuages, de gaz interstellaires et éventuellement sur des exoplanètes, mais pour le moment les études, ne sont pas, entièrement validées. Par contre, si on revient dans le système solaire, eh bien, sur un certain nombre de satellites, on trouve en surface, de la glace, par exemple la Lune, c'est le cas, ou bien la très belle image d'Encelade qu'on voit en bas à droite, toute la surface est gelée, ou bien, Europe aussi. Et puis, on trouve, un peu de glace, sur certaines planètes, comme la planète Mars, par exemple. Et enfin, la planète naine Pluton. Donc, je rappelle qu'il n'y a plus que 8 planètes dans le système solaire. Alors ce n'est pas que la neuvième Pluton a disparu, c'est que, en 2006, le mot planète a été défini pour la première fois de manière rigoureuse par, l'Union astronomique internationale et dans cette définition-là, eh bien, Pluton n'est plus une planète, mais une planète naine, c'est-à-dire un objet qui n'est pas suffisamment grand pour être à la fois une boule et en même temps qui aurait nettoyé son orbite, c'est-à-dire, réussi à récupérer tous les débris qu'il y avait sur l'orbite. Alors il se trouve que Pluton a une forme de boule, mais elle a un satellite qui est, à peu près la moitié de sa taille et puis il y a encore beaucoup de débris sur son orbite, donc elle est qualifiée maintenant de planète naine. Alors la belle image que nous avons de Pluton ici, ce n'est pas que de la glace d'eau, c'est aussi, de la glace de diazote qu'il y a dessus, mais enfin, en tout cas, on a montré la présence d'eau. Enfin, on est sûr, quasiment à 100 que sous la surface, en profondeur, eh bien, il y a aussi de la glace qui est présente non seulement sur certains satellites, mais également, à l'intérieur de 2 planètes, en l'occurrence Uranus et Neptune. Dernier point concernant les comètes. Donc, à gauche, la comète Hale-Bopp qui était visible vers 1986 et qui était, extraordinairement belle à voir, qui est restée dans le ciel pendant plusieurs mois. Une comète, c'est, un bloc de glace et de roche qui vient des confins, des bords du système solaire et qui, quand elle approche suffisamment près du soleil, eh bien, il y a de la vapeur d'eau qui s'en va, donc au début, on a de la glace et puis elle est vaporisée dans l'espace, et ça laisse une grande traînée derrière. Alors si on regarde la photo à gauche, on voit qu'il y a une deuxième traînée qui a une direction un peu différente, hein, donc c'est une deuxième queue, c'est lié alors une est liée, au sens de déplacement, de la comète et la deuxième est liée à sa position par rapport, au soleil. Voilà, je rentrerai pas dans les détails. Passons maintenant à l'eau liquide. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on est, presque sûr maintenant qu'il y a de l'eau liquide sur certains satellites, alors toujours les mêmes, en l'occurrence Europe et Encelade, c'est les 2 qu'on connaît le mieux, c'est les 2 meilleurs candidats. Donc sur l'image de gauche qui est un modèle évidemment, on voit que, ces satellites, en l'occurrence Europe aurait un cœur, un noyau, contenant du fer, ensuite, un manteau de roches, un peu comme la planète Terre, mais on pense que sous la surface, qui est composée actuellement d'une énorme couche de glace, eh bien il y aurait un océan liquide. Alors on peut s'étonner en se disant: «Mais comment c'est possible qu'il y ait un liquide alors qu'il fait extrêmement froid?» Eh bien, il se trouve que Europe ou Encelade, sont, assez proches de leurs planètes respectives, à savoir Jupiter et Saturne, et il s'y passe ce qu'on appelle des effets de marée. Et ces effets de marée, vont déformer l'intérieur des satellites, ça va provoquer des frottements énormes et ces frottements vont réchauffer la température de la matière, d'une part. D'autre part, il y a peut-être de l'activité, radioactive à l'intérieur de ces satellites, qui serait aussi à même de dégager de l'énergie thermique et donc tout ça, conduit très probablement à ce que la température soit suffisamment élevée pour obtenir de l'eau liquide. À droite, on a des modèles, s'il y a du volcanisme, en dessous, eh bien, ce volcanisme pourrait contribuer à réchauffer la couche, superficielle de glace et donc obtenir un océan liquide. Et puis, si, on regarde, l'image ici, eh bien, on voit que, il y a, des panaches, qui sont dessinés ici, c'est les fameuses plumes, les geysers dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qu'on peut voir ici sur ce modèle. Voilà, sur ce modèle, de Encelade cette fois, donc avec le noyau de fer, les roches, donc les silicates, c'est les roches, ensuite un océan d'eau liquide et après une grosse couche de glace et puis, des fractures qui permettraient d'avoir ces petites plumes qui seraient, de la vapeur qui s'échapperait. Alors si c'est le cas effectivement, eh bien ça veut dire que sur Encelade par exemple, nous avons l'eau sous ces 3 états physiques différents et donc ça veut dire que la Terre n'aurait plus, ce monopole dans notre environnement proche.
Alors parlons un petit peu de la planète Mars, parce que c'est très d'actualité, vu que nous avons, un orbiteur qui, a déposé, un rover que nous appelons, Persévérance et donc dont on peut être fiers les Français parce que, c'est, la NASA, les Américains évidemment qui ont envoyé cet objet, mais sur, l'objet il y a, une caméra avec un laser particulier, qui permettent de faire des observations extrêmement importantes et celui-là, c'est les Français qui l'ont construit. Alors revenons sur Mars, eh bien l'image de gauche, le cratère Newton en l'occurrence dans l'hémisphère sud, eh bien on voit que ça ressemble beaucoup à des paysages qu'on peut trouver sur Terre. Donc ici à droite j'ai mis une image, du film Seul sur Mars. Cette image, bien en fait le film, il a été tourné pour les intérieurs en Hongrie, mais pour les extérieurs, il a été tourné essentiellement en Jordanie, donc au Moyen-Orient. Et ben qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a des régions qui sont désertiques, mais, le creuset des roches est lié à la présence d'eau, heu, à certains moments ou dans le passé. Eh bien, il en est de même pour l'image de Mars, à gauche, où on voit clairement qu'il y a tout un tas de traces qui montrent qu'il y a un liquide qui a coulé et nous sommes, complètement certains que ce liquide qui a coulé, c'était bien de l'eau et que dans le temps, la planète Mars, contenait beaucoup d'eau. Alors pourquoi cette eau n'est plus présente aujourd'hui? Eh bien, il se trouve que la planète Mars est plus petite que la Terre, elle est moins massive et donc l'attraction gravitationnelle y est plus faible et du coup l'atmosphère est extrêmement, faible, il y a très peu d'atmosphère et il est probable que toute l'eau qui était présente sur la planète se soit, vaporisée et soit partie dans l'espace. Alors quand je dis toute l'eau, en fait, c'est pas le cas, puisque nous savons, maintenant que probablement, une grande partie de l'eau est soit dans le sous-sol, soit, est à l'intérieur des composés chimiques qui forment les roches du sol et donc il y a probablement encore beaucoup d'eau sur Mars, mais la question est de savoir s'il y a encore de l'eau liquide et là, les débats sont ouverts, on nous annonce, parfois que c'est le cas avec des articles scientifiques, généralement de la NASA et puis, souvent il y a des démentis. Après on montre que effectivement, il y a eu des traces de liquide, mais que c'était pas forcément de l'eau. Alors il faut quand même savoir que sur Mars, la température, c'est quand même, pas génial, puisqu'elle varie entre -150 degrés et puis +20 degrés quand même dans les meilleurs jours, de l'année, à l'équateur, à midi. Mais, c'est très peu, la plupart du temps il fait autour de -60 degrés Celsius. Donc, c'est facile de trouver de la glace, enfin facile. On trouve encore de la glace sur Mars, mais par contre pour l'eau liquide, c'est compliqué. Bien, venons-en à la Terre quand même. Alors la Terre, la planète bleue, avec cette petite image que tout le monde reconnaît, donc cette planète bleue, eh bien oui, les 3/4, donc enfin pas tout à fait, 71 de la planète est recouverte par les océans et seulement 29 par les continents. Ces continents ont émergé au fur et à mesure, donc il y a quelques milliards d'années, il y avait encore une proportion d'océans plus grande. Donc on pourrait se dire: «Eh bien, c'est nous sommes sur une planète d'eau». Mais en fait, il faut quand même réaliser que la profondeur moyenne des océans, c'est 5 kilomètres. Et le diamètre de la Terre, c'est 12 800 kilomètres. Donc ça veut dire que la couche d'eau qu'il y a dans les océans, c'est une couche extrêmement fine par rapport à la taille de la planète. Donc si on ramène tout ça sous la forme d'une bulle d'eau, comme ceci sur le grand schéma, eh bien on voit que la plus grande bulle d'eau, c'est l'ensemble de toute l'eau de la planète. On voit que ça fait quand même pas grand chose par rapport à la planète Terre. Alors si on se contente maintenant de l'eau douce pardon, c'est la bulle, qui correspond au numéro 2 là, qui est petite. Et puis pour finir, la numéro 3, eh bien, c'est le petit point là qui est au bout de la flèche. Ça, c'est l'eau qui provient des lacs et des rivières et des fleuves. Donc on voit que c'est vraiment extrêmement peu. Donc si on résume, et oui, il y a beaucoup d'eau sur Terre, mais en fait ça fait moins de 0,5 de la masse de la Terre, donc c'est quand même pas grand-chose. Par contre, au niveau de l'espèce, les océans recouvrent, 71 de la surface de la planète. Concernant la vapeur d'eau, eh bien, la vapeur d'eau se trouve dans l'atmosphère, donc autour de nous et donc elle est mélangée à elle rentre dans la composition de l'air. L'air, c'est essentiellement 2 gaz, on étudiera ça en classe de quatrième, le diazote et le dioxygène, qui à eux 2 font 99 de l'ensemble et le 1 c'est plein d'autres choses et dans ce 1 il y a de la vapeur d'eau, mais ça ne représente que 0,001 de, l'ensemble de l'atmosphère. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Ici, comme je l'avais dit en début de vidéo, eh bien, je rappelle que sur l'image en bas à droite, comme ceci, eh bien, nous avons une casserole. Sur cette casserole, il y a de l'eau qui a été chauffée, qui s'est mise à bouillir. Il y a donc de la vapeur d'eau qui s'est échappée
Sauf que cette vapeur s'est rapidement liquéfiée pour former un nuage. Donc ce qu'on voit au-dessus de la casserole, ce n'est pas de la vapeur, mais c'est un nuage, c'est-à-dire de l'eau liquide. La vapeur est invisible. Passons maintenant à la glace. Eh bien, la glace et aussi la neige, ça représente 70% de l'eau douce de la Terre, et il faut savoir que l'énorme réserve de glace se trouve sur le continent antarctique au pôle sud. Donc l'Antarctique, c'est un continent, c'est-à-dire que c'est un sol, il y a de la terre, c'est plus grand que l'Europe, c'est énorme, et là-dessus, il y a de la glace qui s'est accumulée, et cette glace forme un glacier gigantesque qui recouvre tout le continent, un glacier gigantesque, on a utilisé un nom des pays nordiques, c'est ce qu'on appelle Inlandsis. Et l'inlandsis de l'Antarctique est absolument colossale. L'épaisseur de glace est énorme, elle varie, de 0 m quand on arrive au bord du continent, au niveau de l'océan, et elle peut monter jusqu'à 4 500 m, donc pratiquement la hauteur du Mont Blanc, 4 500 m d'épaisseur de glace. C'est énorme. Et donc ça, c'est les 9/10 de la glace qu'on retrouve sur Terre, et donc ça représente, une énorme quantité, c'est l'essentiel de l'eau douce, c'est l'Antarctique. Alors le deuxième inlandsis, c'est le Groenland, qui est déjà très grand, mais qui est absolument minuscule à côté de l'Antarctique. Je rappelle au passage les points suivants. Le pôle nord et le pôle sud sont recouverts de glace, c'est ce qu'on appelle des calottes polaires. Par contre, au pôle sud, nous avons un continent donc avec un inlandsis qui fait 4 500 m d'épaisseur de glace, disons 2 000 m en moyenne, tandis qu'au pôle nord, eh bien, nous avons un océan, l'océan Arctique. Et donc, il n'y a pas de terre. Il y a le Groenland qui est pas très loin, et puis quelques îles, comme l'archipel du Svalbard, mais globalement, c'est un océan. Et donc, cet océan est recouvert d'une couche de glace qu'on appelle la banquise. Sauf que la banquise, c'est quelques mètres, c'est entre 50 centimètres et 3 ou 4 mètres d'épaisseur, en moyenne 1 à 2 mètres d'épaisseur. Donc nous avons 4 mètres de glace d'épaisseur au nord et 4 500 mètres au sud. Et là, on commence à comprendre pourquoi l'énorme réserve de glace se trouve bien au pôle sud. Passons à l'eau liquide. Alors l'eau liquide, on va distinguer d'une part l'eau salée et d'autre part l'eau douce. Alors la distinction est un petit peu arbitraire en ce sens que bien même dans l'eau douce, il y a des substances dissoutes, ce qu'on appelle des sels minéraux, et donc à un moment donné, de manière arbitraire, on dit: «Ben, jusqu'à tel moment, c'est pas salé et après ça le devient». Dans la pratique, cette distinction est facile à faire parce qu'entre de l'eau de mer et de l'eau de rivière ou d'une source, on sent bien la différence. Alors, sur l'ensemble de l'eau douce, de l'eau liquide pardon, qui existe sur Terre, eh bien, l'eau douce ne représente que 3 petits pourcents et l'eau salée 97. Donc, la majorité écrasante de l'eau liquide sur Terre, c'est de l'eau salée, c'est les océans. C'est ce qui est représenté ici sur le diagramme la représentation simplifiée. Donc on voit que l'eau salée, les océans, c'est la partie bleue ici, ça représente l'essentiel de l'eau liquide. Concernant l'eau douce, eh bien c'est bien simple, les 2 tiers de l'eau douce, donc 2 du total, eh bien c'est de la glace, donc en Antarctique, et puis 1 seulement de toute l'eau, le tiers de l'eau douce, c'est de l'eau douce liquide, et celle-là, eh ben, elle est essentiellement souterraine. Alors quand on dit souterraine, attention, les gens croient qu'on parle de la nappe phréatique. Donc la nappe phréatique, c'est le fait que, ben, si dans ton jardin tu creuses, eh bien très rapidement tu vas trouver de l'eau. Alors des fois ça arrive carrément en surface, et puis des fois il faut creuser quelques mètres, mais généralement il faut creuser entre 0 et 10 mètres pour trouver la nappe phréatique. Donc ici, on parle pas de ça, donc cette nappe phréatique est importante puisqu'on on peut aller puiser dedans pour, rechercher, de l'eau potable que nous utilisons, pour les usages domestiques. Mais, là, je parle de l'eau, ce qui est en beaucoup plus grande profondeur. Elle peut être à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc, par exemple, si tu as eu la chance d'aller visiter certaines grottes, donc, ou bien, un endroit comme le gouffre de Padirac, tu as peut-être déjà vu qu'il y a, des rivières souterraines, et elles sont parfois à plusieurs centaines de mètres, voire même à plusieurs kilomètres, sous la surface de l'eau. Donc là, il y a une énorme réserve d'eau, mais la plupart du temps, on n'y a pas accès. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand nous, on pense à l'eau liquide, eh bien, on a tendance à penser aux lacs, aux rivières, aux fleuves, et en fait, ça, c'est ce que j'ai mis ici sous la forme du trait noir, c'est presque rien. Tu peux voir que c'est moins de 0,01 de l'ensemble de l'eau, donc c'est vraiment une quantité absolument infime. Voilà, si on résume, la première chose à savoir, c'est qu'il y a les 3 états physiques de l'eau qu'il faut connaître. Il faut connaître, les notions de température et de pression qui sont associées.
Ensuite, savoir que l'eau dans l'univers, eh bien, il y a pour le moment essentiellement la Terre, où on la connaît sous ces 3 états, physiques différents. Et puis, quelques endroits, ailleurs, dans le système solaire en particulier. Ensuite, sur la Terre, savoir que l'essentiel de l'eau, c'est de l'eau salée, 97 et 3 seulement d'eau douce. Savoir que la planète est recouverte par 71 d'eau pour les océans et 29 pour les continents. Et enfin, savoir que dans les 3 d'eau douce, eh bien, les 2 tiers sont sous forme de glace, essentiellement en Antarctique, et un tiers est sous forme souterraine, difficilement accessible, et que tout ce que nous voyons comme eau douce, eh bien, donc les fleuves, les lacs, les rivières, tout ça, c'est des quantités, infimes, extrêmement faibles par rapport au total. Et enfin, la vapeur d'eau qui forme, qui est dans l'atmosphère, c'est encore des quantités beaucoup plus petites que ça. Voilà pour cette partie 2. Eh bien, je te souhaite, de bien apprendre ton cours et on se retrouve très vite. Ciao.